Sunday Production. Aujourd'hui, on ouvre un dossier épineux qui fait débat, les compléments alimentaires sportifs, lesquels sont les plus pertinents pour les coureurs. C'est parti. Dans la tête d'un coureur vous présente Body and Mind, un programme dédié à l'harmonie du corps et de l'esprit. Tous les mois, une nutritionniste et une préparatrice mentale vous partagent leurs meilleurs conseils pour optimiser votre santé et votre bien-être. Bonne écoute! Bienvenue dans le podcast Dans la tête d'un coureur. Je suis ravi de vous retrouver pour cet épisode spécial de Body and Mind. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'univers intrigant et parfois controversé des compléments alimentaires dans le monde du running et du trail. Vous vous êtes déjà sûrement demandé, est-ce que vous avez besoin de vous supplémenter quand on fait de la course de fond, du trail, de l'endurance ? Quels sont peut-être les produits les plus indispensables pour améliorer votre performance ou même votre récupération ? Comment distinguer les réels bienfaits des promesses marketing parfois douteuses ? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et pour nous aider à décortiquer l'industrie de la supplémentation sportive, j'ai le plaisir d'être accompagné par une experte du sport et de la nutrition, Lauriane Marquet. Lauriane, tu as travaillé pour des fédérations, tu as travaillé à l'INSEP, tu t'occupes toujours de grandes équipes de cyclisme professionnel. Donc j'imagine que tu dois t'intéresser à ce sujet. Tu dois être aussi beaucoup questionné par les athlètes de très haut niveau. Tu dois entendre des trucs des fois un peu qui doivent te faire bondir ou pas. Tu vas nous l'expliquer. En tout cas, je suis ravi de te retrouver pour cet épisode qui m'intéresse beaucoup parce que je me suis posé beaucoup de questions en tant que coureur amateur. Comment est-ce que tu vas aujourd'hui ? Salut Guillaume, ça va bien, merci. Ouais, on va parler d'un sujet effectivement qui questionne beaucoup de gens et qui... les athlètes sont souvent très demandeurs. Ouais. Bon, c'est vrai que l'évolution du monde des compléments alimentaires dans le sport, elle est particulièrement importante dans le running, dans les sports d'endurance ou les sports de force. C'est vraiment l'endurance et la force, c'est vraiment les deux sports qui sont le plus touchés entre guillemets par la supplémentation. Dans les années 80-90, on a vraiment vu une montée en puissance chez les amateurs, plus chez les professionnels. Parce que c'est vrai que ça a permis aussi de monétiser, notamment dans tout ce qui est industrie du bodybuilding, des sports de fitness. Il faut une économie pour faire vivre ce sport et les compléments alimentaires, ça servait un peu avec les vitamines, les protéines, à avoir une économie dans ce sport. Donc il y a un rôle aussi de business qui est, à mon avis, indéniable. Aujourd'hui, on estime quand même que le marché du complément alimentaire ça va dépasser les 20 milliards dans le monde d'euros, tous les compléments alimentaires, pas seulement sportifs, 20 milliards d'euros en 2025. Et on imagine qu'avec autant d'enjeux, les enjeux économiques, le pouvoir des lobbying, les études financées, ça doit être assez important. Et puis contrairement à ça, il y a aussi une mouvance un peu inverse, un peu du pro-naturel, il faut un peu le côté aussi extrême opposé qui nous dit il faut jamais en prendre. Donc là, on va essayer c'est jamais possible. On va essayer d'être le plus neutre possible et le plus objectif possible en se disant vraiment, est-ce qu'il faut en garder certains ? Est-ce qu'il faut tout éliminer ? Donc on va essayer de ne pas avoir d'a priori sur ça et essayer quand même de se dire on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain pour parler un peu plus en images. Toi, justement, je disais en introduction qu'il travaille avec beaucoup d'athlètes. Tu me confirmes que même les athlètes élites s'intéresse au sujet des compléments alimentaires, te pose des questions, voir recours, tu dois avoir aussi des modes passés. Donc c'est un sujet qui est au cœur des préoccupations des sportifs. Ouais, tout à fait. Et comme tu l'as dit, il y a des modes. Il y a des fois, on a entendu parler de beaucoup d'un complément alimentaire, puis finalement non, et puis ça revient, ça repart. Donc oui, ça fait partie beaucoup des consultations diététiques qu'on fait. Moi, c'est pas ma première approche, et je pense que ça doit pas être la première approche. La première approche doit être l'alimentation générale. On est omnivore, on est fait pour manger tout, et on mange des aliments. Il y a une matrice alimentaire avec des vitamines, des minéraux qu'on va chercher et qu'on retrouve dans les compléments alimentaires, mais aussi des fibres. Quand on va consommer de la vitamine, on consommera aussi des glucides, des lipides, des protéines. Enfin, c'est beaucoup plus riche que de consommer une gélule qui apporte que un micronutriment très isolé, quoi. Et donc, on connaît tous la pyramide alimentaire classique avec les aliments très sucrés et gras tout en haut et la base plutôt féculents, légumes et tout ça. Il y a aussi une pyramide alimentaire du sportif. La base, c'est l'alimentation générale, donc tous les aliments. Le deuxième étage, ça va être les aliments plutôt pour sportifs, donc là, boissons d'effort, barres, gel, protéines. Et le dernier étage, ça va être les suppléments, donc les gélules. Et comme dans tout, l'idée derrière la représentation d'une pyramide, c'est qu'il faut que
la base elle soit stable pour qu'après on puisse construire les étages supérieurs. Donc si on n'a de toute façon pas une alimentation basique, enfin classique, qui est bonne, voilà, ça n'a pas un effet miracle le supplément, et ça tient bien son nom, un supplément ou un complément, c'est pour venir en plus de l'alimentation, et ça ne doit pas du tout être à la place. Mais puis en plus, c'est des mondes qui se mélangent, parce qu'on voit aujourd'hui que, par exemple, l'industrie du ravitaillement, qui est quand même à la base plus sur apporter des apports nutritionnels, vont ajouter des fois du complément alimentaire dedans. Donc on voit que c'est des mondes aussi des fois qui fusionnent et qui se mélangent, et ça vient pas forcément simplifier les choses. Ça brouille complètement le message, tout à fait. Exactement. Alors après, c'est sûr, on le disait, les sports de force et les sports d'endurance, il faut être honnête aussi, c'est qu'on met les corps à rude épreuve, surtout quand on en pratique en compétition. Il y a aussi tous les enjeux autour de la récupération. C'est pas forcément simple aussi des fois. Alors oui, dans le meilleur des mondes, on mange bio, de saison. On n'a pas tous un potager et on travaille peut-être pas tous 15 heures par semaine. Donc voilà, faut pas être hypocrite. C'est pas si simple que ça. C'est pas tout le temps simple de bien manger. Où il y a des fois on peut très bien faire les choses. Des fois il y a les enfants, les machins, la famille, machin. Donc donc c'est quand même. Ça fait sens aussi de retrouver ces produits-là dans ces milieux-là. Et c'est vrai que peut-être en guise d'introduction, pour bien comprendre un peu les enjeux, donc quand on parle de suppléments, tu disais, il y a les vitamines, il y a les protéines, il y a les micronutriments, macronutriments. Est-ce que tu peux peut-être, en guise d'introduction, nous faire un petit topo des besoins nutritionnels justement des coureurs d'endurance, qui peuvent être peut-être différents aussi de personnes qui vont faire du foot, du tennis, où là, c'est vrai qu'on parle moins de compléments alimentaires, même si ça vient un petit peu, mais c'est... Voilà. Pourquoi est-ce que dans les sports d'endurance, c'est un sujet qui est très, 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 très important. On entend aussi des macronutriments, et souvent un argument qu'on donne, c'est qu'il y a certains macronutriments qui ne seraient pas disponibles. On ne pourrait pas le synthétiser, donc il faudrait forcément le prendre en supplémentation. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Un peu, on le trouve qu'en complément alimentaire, acheter, ça coûte 5 €. Voilà, est-ce que tu peux nous aider à avoir un petit peu plus clair sur ces besoins-là du coureur, pour qu'on sache de quoi on parle? Ouais. Alors effectivement, la base du sportif d'endurance, ça va être une très grande dépense énergétique par rapport à d'autres sports, par exemple les sports collectifs, les sports de force, qui vont avoir une dépense énergétique qui va être moindre. C'est vraiment ce qui va caractériser les sports d'endurance, et notamment tout le côté métabolisme aérobie avec l'oxydation lipidique, glucidique. Et donc c'est vraiment ça qui va caractériser le sportif d'endurance. Et en fait, tous les besoins en fonction des sports sont différents, parce que la physiologie de l'exercice, les filières énergétiques qui sont utilisées, du coup les produits qui sont produits du coup de par l'utilisation de ces filières énergétiques vont être différents. Donc on va avoir des besoins qui vont être différents dans les sports d'endurance. Donc voilà, on va vraiment mettre le focus sur l'apport en glucides, parce que c'est ce qui va nous faire notre performance. Donc sur le volet du coup complément alimentaire, c'est tout ce qui va être pendant l'effort, les boissons d'effort, les gels, si on rentre dans le côté un peu peut-être produit du sportif plutôt que supplément, mais ou de la maltodextrine. Enfin voilà, ça reste pas des aliments de l'alimentation de tous les jours, quoi. Donc là, c'est vrai, les compléments, ils vont venir répondre à un besoin de praticité. Tu l'as très bien dit. Des fois, on n'a pas le temps. Des fois, le challenge en nutrition du sport, c'est que voilà, si on a affaire à des personnes qui s'entraînent plusieurs fois par jour, ou à des entraînements même tous les jours, en endurance c'est peut-être un peu plus le cas que 2 fois par jour, on a une contrainte de temps en fait qui fait que la récupération énergétique, elle peut pas être complète sur ce petit laps de temps. Donc on va faire appel à des compléments alimentaires ou des produits du sportif qui sont composés et qui ont une composition nutritionnelle qui répond à un besoin immédiat très rapide. Donc les protéines, l'apport en glucides vraiment pendant la course ou en récupération. Sur les sports de force, on va avoir une sollicitation musculaire qui va être plus importante, donc une dégradation protéique plus importante, donc des apports en protéines qui sont plus importants aussi. Sur le côté endurance, on va avoir aussi tout ce qui est un peu plutôt baisse de l'immunité. On va avoir plus de pertes en fer, l'immunité va être un peu plus abaissée. Donc là, voilà, les compléments alimentaires peuvent rentrer aussi sur ces besoins du coup liés à l'activité. Ouais. Bon, hyper intéressant. Je vais te poser une question, tu vas me répondre par oui ou par non. Toi, en tant que nutritionniste du sport, qui travaille avec beaucoup d'athlètes de très haut niveau, est-ce qu'il t'arrive de recommander, ou en tout cas de pas déconseiller des compléments alimentaires à tes athlètes?
Oui, oui, j'en recommande et ça fait partie du programme nutritionnel. Alors après, mon discours, il est changeant en fonction du niveau. Effectivement, si c'est des jeunes, des juniors, je vais très peu en parler. Il faut que l'éducation nutritionnelle soit faite et que la base de l'alimentation est bonne. Et quand on arrive sur des populations plus élites qui se connaissent bien et où on a pu faire le travail depuis des années en amont sur l'alimentation, on va parler de compléments alimentaires, surtout qui vont être liés à la performance. Il y a des compléments alimentaires dont on sait qu'ils vont améliorer la performance. Ça a été prouvé par des études. On va se cantonner, moi en tout cas, je me cantonne à ceux dont il y a une évidence scientifique qui est prouvé avec un protocole précis. On ne prend pas tout et n'importe quoi peu importe la quantité, le timing, tout est important et c'est là que ça va servir à la performance. Alors que si on prend à n'importe quel moment, ça va plutôt être éliminé par l'organisme et là ça va plutôt être mauvais. Mais oui, aujourd'hui ça fait partie du programme nutritionnel parce que les besoins que ce soit nutritionnel ou en timing sont trop importants ou trop compliqués et du coup oui, on va avoir affaire aux compléments alimentaires. Alors je précise que là ma question était dirigé vers les athlètes de haut niveau, les athlètes professionnels, les athlètes de haut niveau que tu encadres. Après, du coup, tu en prescris, mais la question qu'on peut se poser, c'est dans quelle situation, dans quelles circonstances précises un coureur devrait-il envisager de complémenter son alimentation avec des suppléments nutritionnels. Parce que quand on est amateur, et c'est quelque chose que tu recommandes, on l'a dit, c'est vrai que l'alimentation doit être la base en fait de nos apports. Du coup, voilà. Concrètement, dans quel cas un sportif amateur pourrait avoir recours, selon toi, à ce type de supplément, de complément ? Ça va être notamment lorsque les besoins vont être augmentés, donc c'est-à-dire pendant les périodes les plus intenses en termes d'entraînement, quand on va se rapprocher de l'objectif, où on va chercher vraiment à optimiser tout. Effectivement, sous réserve que l'alimentation déjà est bien faite, ça va être nécessaire, par exemple, dans le cas où on a détecté une carence. Et donc ça, c'est un travail à faire avec votre médecin aussi. S'il y a une fatigue qui est importante et qu'on a fait une prise de sang et on a détecté une carence en fer, par exemple, une carence en vitamine D, là, il faut se supplémenter, c'est nécessaire pour sa santé. Dans le cas aussi si vous suivez des régimes qui sont végétariens, végétaliens par exemple, là on va avoir une carence souvent en vitamine B12 qui est une vitamine qui est présente exclusivement dans les produits animaux. Vu qu'ils font plus partie de l'alimentation, il faut se supplémenter dans cette vitamine qui va être importante dans plein de fonctions de l'organisme et notamment le métabolisme énergétique. On peut avoir recours à des suppléments aussi plutôt reliés à l'immunité, comme le zinc, la vitamine D, donc sur les périodes plutôt hivernales. Donc voilà, il peut y avoir ces différents moments-là. Après, il y a différentes catégories de suppléments. Il y a un peu les compléments alimentaires, là où on parle plutôt vitamines, minéraux. Mais il y a aussi des compléments dont j'ai parlé un peu qui peuvent être utiles pour la performance. La caféine, même les glucides, les protéines, quelque part, ça peut rentrer aussi un peu dans cette grande famille des compléments alimentaires. Et là, on le fait pas tout au long de l'année en fonction sur n'importe quel type d'entraînement, mais vraiment quand on va être autour vraiment des courses à objectif, où là, on peut avoir un effet de ces compléments alimentaires. Ouais. Tout à l'heure, en deuxième partie, je vais te lister, et ça sera très intéressant pour tout le monde, des compléments alimentaires populaires chez les coureurs, et tu vas me dire s'ils sont bien ou pas. Mais avant ça, on l'a dit, c'est un monde complexe. C'est une jungle, la complément alimentaire. Si tu vas sur un site web, si tu vas dans un magasin, c'est des rayons entiers. Alors, on voyait ça avant dans les pays anglo-saxons, mais ça vient en France, des rayons entiers de compléments alimentaires avec des multitudes de molécules, de choses qui ressortent. Il y a les poudres, il y a les gélules, il y a les liquides, il y a les vitamines, il y a une multitude de choses. Comment est-ce que tu peux nous aider pour y voir clair dans tout ça ? Est-ce que tu peux peut-être nous lister les grandes familles de cette jungle de compléments alimentaires pour nous aider peut-être à comprendre un peu mieux les principales catégories ? Ouais. Non, mais même nous, professionnels de l'alimentation, parfois on s'y perd parce que les industriels, les marques vont proposer des associations des fois avec des promesses un peu toujours plus c'est de la cuisine, miraculeuses les unes que les autres. Donc oui, effectivement, on s'y perd. De toute façon, un conseil de base, c'est essayer d'en prendre le moins possible quand même, et ça doit se limiter aux stricts besoins que vous avez. Du coup, dans ce qu'on peut retrouver comme complément alimentaire, on peut parler des protéines qui sont souvent, en poudre. On va retrouver de la whey, on va retrouver de la caséine, on va retrouver du gainer. Tout ça, du coup, on va retrouver des protéines végétales. Donc whey, caséine, gainer, c'est souvent des protéines laitières et qui vont être là nécessaires du coup pour au moment de la récupération, pour réparer au niveau musculaire les fibres qui ont été abîmées. La course, c'est un sport qui est traumatisant, donc on a une dégradation protéique à l'effort, encore plus si on est impliqué dans des épreuves d'ultra-endurance, ultra-trail.
Donc voilà les protéines qui sont souvent en poudre, mais qui ne remplacent pas du tout l'apport en protéines par l'alimentation d'une viande ou d'un poisson ou des œufs, qui, je l'ai dit, dans une matrice alimentaire qui apporte plus de choses encore. On a les vitamines, les minéraux qui peuvent être apportés soit de manière isolée, soit associés ensemble. Alors on a des complexes de vitamines minéraux où on a l'ensemble des vitamines minéraux, d'autres où on a l'association de 2-3 vitamines, 2-3 minéraux. Attention à ne pas associer trop de suppléments parce que la surconsommation de certaines vitamines peut être délétère aussi pour la santé. Et c'est un peu le risque un peu des compléments alimentaires, c'est qu'on se dit je prends tout comme ça, je suis sûr que j'ai aucune carence et je manque de rien. Oui, mais attention, il y a certaines hypervitaminoses qui peuvent être délétères pour la santé. Donc, ou des croisements qui peuvent être néfastes. Et puis le sous-dosage est dangereux pour la santé. Enfin, d'être en carence, c'est dangereux pour la santé, mais être en excès, c'est aussi très dangereux pour la santé. Après, on va retrouver dans les choses classiques les acides aminés, les fameux BCAA. Donc les acides aminés, c'est des composants unitaires des protéines. On considère les protéines comme étant un collier de perles, les perles étant les acides aminés. Et on a une chaîne, du coup, une série d'acides aminés qui crée du coup des protéines. Ça qu'on va retrouver soit en gélule, soit en poudre. Après, on va retrouver par exemple de la caféine, on va retrouver de la créatine, on va trouver donc ça, ce qui sont de la bêta-alanine, du bicarbonate, qui sont là que je classerais moi plutôt dans une catégorie de compléments ergogéniques, donc qui vont aider plutôt à la performance. Là, il n'y a pas un côté santé, mais vraiment qui est relié à la performance. Et moi, c'est plutôt avec ces types de compléments que je vais travailler et qui, eux, doivent respecter un timing et un protocole précis pour être efficaces. Alors, on l'a vu, l'offre, elle est énorme. Il y a une multitude de produits, mais il faut faire attention à ce qu'on choisit. Il y a 2 risques, même 3 risques, on peut les noter. Le premier, est-ce que les produits qui sont utilisés, c'est pas des produits réglementés? Parce qu'il peut y avoir des cas de dopage. Bien sûr. Et ça, alors, moi, ça me fait toujours souvent sourire parce qu'on entend des fois des athlètes dire oui, mais j'ai pris un complément alimentaire, je suis contrôlé positif. Bon, déjà, si vous achetez sur Internet et que ça vient de Thaïlande, a priori, vous pouvez quand même vous poser certaines questions. Donc moi, ça me fait toujours un peu sourire sur ce que les athlètes des fois peuvent dire. Voilà, si j'ai fait venir à l'autre bout du monde mon complément alimentaire sur un site un peu obscur, il y a peut-être moyen que ça doit allumer quelques red flags dans votre tête. Mais bon, après, on va pas faire de procès d'intention. Donc déjà, il y a cette problématique-là, parce qu'il faut pas tomber dans le dopage. Deuxième problématique, c'est la traçabilité. Est-ce que vraiment les molécules sont les bonnes molécules? Parce que finalement, on peut mettre un peu ce qu'on veut, quoi. Tu vois, le truc, d'où est-ce que ça vient? Où est-ce que c'est produit? Est-ce qu'il y a des qualités plus efficaces que d'autres? Est-ce qu'on peut aussi les assimiler? L'organisme peut-il les assimiler? Donc ça, c'est un peu tout ce qui est traçabilité, voilà. Et ensuite, la deuxième menace, entre guillemets, c'est d'être un peu un pigeon. Parce que des fois, on voit des prix des compléments alimentaires avec du marketing qui sont 3 à 4 fois plus chers que les autres. Donc c'est pas forcément évident. Toi, quel conseil tu pourrais un peu nous donner pour éviter d'avoir recours à des produits qui pourraient nous faire contrôler positif, des produits qui peuvent venir de pays un peu, où des fois même ça peut être très toxique, ou des produits qui sont trop chers, parce que des fois on a du mal à évaluer qu'est-ce que vaut, je sais pas, un BCAA, qu'est-ce que vaut un complément de protéines, le prix. Bon, moi je suis incapable de te dire, je peux te dire le kilo de tomates à peu près, je le visualise, mais un kilo de créatine, je sais pas combien ça coûte, moi. Ouais, alors effectivement, pour commencer sur la partie dopage, ça c'est un vrai sujet et qui est pourtant pas résolu et peut-être pas pris assez au sérieux par les athlètes et notamment les athlètes de haut niveau avec lesquels je travaille. On est responsable de tout ce qu'on ingère. Le règlement antidopage, c'est ça. En fait, à partir du moment où vous prenez un complément alimentaire, vous ouvrez une porte et vous prenez un risque à une contamination de votre complément alimentaire. Effectivement, vous n'avez pas fait le choix d'un complément alimentaire dopant, mais il peut y avoir une contamination de votre produit. La liste d'ingrédients qui est affichée sur votre produit n'est pas forcément celle qui est vraiment présente dans le produit. C'est produit dans des pays, on l'a dit, où on a moins de normes qualité qu'on pouvait avoir chez nous. Donc vous prenez un risque déjà. Donc c'est pour ça qu'il faut déjà choisir des compléments alimentaires dont on a besoin et dont on sert, et ne pas en prendre une multitude où du coup on multiplierait aussi le risque, mais se cantonner à ce qu'on sait qui nous est utile, qui n'est pas délétère pour la santé et dont on a besoin. Déjà, choisissez des produits avec un label antidopage officiel. Il y a de plus en plus de marques maintenant qui ont des labels antidopage officiels. Donc, au niveau européen, on a une norme européenne qui est une ancienne norme AFNOR française. Le logo est indiqué dessus, vous pouvez pas vous tromper. Donc ça va plutôt être pour les produits sportifs. Vous allez moins le retrouver sur tout ce qui est vitamines, minéraux, mais tout ce qui va être protéines, créatine, caféine, bicarbonate, des choses comme ça, vous allez trouver ça. Et moi, je ne recommande que des produits avec un label antidopage officiel. Je ne peux pas prendre un risque en étant professionnel de santé, même si
Ils sont bons en marketing, hein. On va mettre des vaches sur leur site internet, par exemple, des vaches qui pâturent devant une montagne en France, en Savoie. Et oui, mais non, mais en fait, je suis pas sûre, moi, que la protéine et le lait, il vient vraiment de ces vaches-là, et que en fait, le produit, il n'a pas été fabriqué dans une usine en Chine, et où là, il peut y avoir une contamination croisée, même si le fournisseur n'a pas volonté de nuire, mais qu'en fait, il n'a pas respecté ces normes de qualité. Alors oui, ça coûte cher, hein, pour les industriels de rentrer dans cette labellisation, c'est comme être labellisé pour le bio, hein. Elle est payante, ouais. Et peut-être que voilà, il y en a qui ont plus de normes qualité que la norme antidopage, mais en tant que professionnel de santé et athlète, on se doit de prendre que des produits qui ont un label antidopage. Il y a d'autres labels antidopage dans des pays anglais, américains et tout ça, mais donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est choisissez des compléments alimentaires qui vous ont été recommandés par un professionnel de l'alimentation. Le nombre de fois où j'ai pas d'automédication, voilà. Et encore moins, oui, professionnel mais le vendeur santé. J'avais un magasin de compléments alimentaires en bas de chez moi, il m'a dit ça va marcher. Ils n'ont pas d'études en nutrition, ils n'ont pas fait d'études sur ça, donc référez-vous à des gens qui connaissent le sujet et qui vont savoir vous conseiller sur ce qui est utile, parce que effectivement le vendeur, lui, il a intérêt à ce que vous achetiez le maximum de produits. En tant que professionnel de santé, à l'inverse, non. Et aussi la troisième chose, c'est choisissez des compléments alimentaires avec la liste d'ingrédients la plus courte possible. En fait, on va chercher un composé, une vitamine, un minéraux dont on a besoin. On n'a pas besoin d'une liste la plus longue possible, en disant tiens, s'il y a ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça va être encore mieux. Non, choisissez la liste d'ingrédients qui est la plus simple possible, et vous évitez du coup aussi les risques de contamination ou d'interaction entre composés qui seraient plutôt néfastes. Restez simple, quoi. D'accord. Et puis avec des professionnels, des gens qui sont compagnons sur rue, il y a beaucoup de nouvelles marques aussi qui sont lancées, où des fois on ne sait pas trop, il y a des gens qui ne sont pas forcément en plus des gens qui viennent d'écoles de commerce qui se lancent sur ce marché-là. Exactement. Par opportunisme. Là, il faut être attention. Il faut plutôt des gens qui ont déjà un certain vécu, une expérience, qui se tiennent à jour sur les études. Donc des marques quand même très orientées performance sport, reconnues. Et basées sur la science, quoi. Voilà, exactement. Je te pose la question parce que c'est vrai qu'on entend souvent, c'est les détracteurs des compléments alimentaires, dire que finalement, c'est pas assimilé. C'est-à-dire que ça va se retrouver soit dans les selles, soit dans les urines, soit plus dangereux, être stocké là où il faudrait pas. Mais que, si on le prend en supplément, de toute façon, ça ne marchera pas, c'est inutile. On verra tout à l'heure sur les produits top et flop, tu me diras si c'est intéressant ou pas. Mais est-ce que vraiment, cette capacité du corps à bien assimiler les nutriments, les vitamines, les nutriments, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que c'est dans certains cas, dans tous les cas? Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Ou c'est un coup d'épée dans l'eau comme certains le prétendent? Non, il y a certains quand même compléments alimentaires qui sont efficaces. On se rend compte que quand on va supplémenter une personne en fer ou en vitamine B12, ou en vitamine D, ça va combler la carence. Donc non, il y a certains compléments alimentaires qui sont quand même efficaces, qu'on va avoir du mal à retrouver dans notre alimentation, ou parce qu'on n'en mange pas assez, parce qu'on n'aime pas tel ou tel type d'aliment. Donc non, ça va pour certains être quand même efficace, ouais. Oui, d'ailleurs sinon il y a plein de traitements, notamment les grands carencés, heureusement. Sinon on aurait encore, ou même il y avait des maladies du Moyen-Âge qu'on a guéries, ne serait-ce qu'avec la vitamine C. Exactement. Donc voilà, même si effectivement il y a des limites dans les protocoles, certaines molécules sont mieux assimilées que d'autres, mais il ne faut pas non plus, encore une fois, tomber dans le discours invexe. Ouais. Alors, je te propose, c'est qu'on débute un peu notre deuxième partie d'émission. C'est un peu le top ou flop. Alors, j'ai appelé comme ça, parce que c'est le plus simple à comprendre. Donc voilà, c'est très simple. Je te dis un produit. Tu me dis top, flop sur ce produit-là. Est-ce que ça vaut le coup? Tu le conseilles, tu le conseilles pas? Comme ça, on se fera une idée un peu plus concrète. Et surtout, soit c'est un flop, tu nous expliques pourquoi, soit c'est un top, tu nous expliques aussi pourquoi ça l'est, parce que des fois aussi on peut penser que ça va aider sur certaines choses, et en fait c'est pas forcément le cas. Donc on va quand même essayer de détailler un petit peu. Alors là on va s'intéresser à une vitamine qui est je crois l'une des plus populaires dans le monde du sport. C'est la fameuse vitamine D, je crois. La vitamine D, pas la vitamine C, la vitamine D. Parce que la vitamine D, c'est quelque chose qu'on va faire. Alors, c'est notamment l'hiver, ce qu'on recommande aux coureurs de prendre de la vitamine D, parce que l'hiver, on va moins avoir de soleil, le taux d'ensoleillement est fort, et c'est une vitamine qu'on va générer avec le soleil. Voilà, c'est on la fixe grâce au soleil. Exactement, on la fixe grâce au soleil. Pardon, tu fais bien me reprendre. Et puis cette vitamine D, elle est importante. Tu vas nous expliquer pourquoi. Donc pourquoi la vitamine D, c'est intéressant, et top ou flop de se supplémenter en vitamine D à certains moments de l'année, par exemple comme l'hiver?
Ouais, top la vitamine D pour le coup. Effectivement, là c'est une carence importante qu'on a tous, que ce soit sportif ou sédentaire. On est de plus en plus enfermés dans nos bureaux, chez nous. On est de moins en moins exposés au soleil. En fonction des régions aussi de France, on a plus ou moins de soleil. Et donc du coup, effectivement, la vitamine D, on va la fixer grâce à l'exposition à la lumière naturelle. C'est vrai qu'on sort moins, les enfants font moins de sport dehors. Donc effectivement, voilà, les sports extérieurs, course à pied, seront plus exposés au soleil. Les sports co ou les sports vraiment en salle, eux, seront encore moins exposés. Donc si on a un coureur, du coup, et qu'on sort et qu'on va courir, si on court pas, si on court le midi, c'est pas non plus obligatoire. C'est-à-dire que c'est pas systématiquement, souvent, c'est l'hiver, je vais. C'est bien de faire une prise de sang, par exemple. C'est quelque chose une vitamine qu'on sait doser facilement dans un dosage sanguin et de se rendre compte que oui, effectivement, je suis carencé en vitamine D. Donc, du coup, je me supplémente et pas forcément se supplémenter systématiquement. Ouais, par principe de précaution. Ouais, voilà. Après, globalement, aujourd'hui, dans nos sociétés, on sait qu'on est assez carencé en vitamine D, à peu près tous, quoi. Donc, et c'est une vitamine qui est très importante parce qu'elle va avoir un grand rôle dans l'immunité, dans la croissance et la solidification osseuse, dans la santé osseuse. Et ça va jouer du coup dans la performance, éviter un peu tout ce qui est fracture de fatigue, tout ça. Donc oui, en plus sur le côté vraiment sportif, ça va avoir vraiment un effet. Donc top, ouais. Donc je précise, professionnel de santé, on demande conseil pour le dosage, quelle marque on prend, qu'on va utiliser, les contre-indications potentiellement qu'il faut avoir. Ouais. Pareil, vitamine D, il existe différentes. On va plutôt prendre la vitamine D3. Il existe, soit on le fait sous forme de gélule, soit on le fait en ampoule. Mais si on le fait en ampoule, on le fait qu'une seule fois. Enfin voilà, il y a des protocoles à respecter. C'est pour ça que pas d'automédication, s'il vous plaît, ne faites pas cette erreur-là. Moi, je recommande souvent les prises de sang à l'année. Je pense que c'est quand on fait une prépa, faire une petite prise de sang, c'est intéressant. Alors, je fais des messages en disant Guillaume, tu es en train de dire ça, tu vas creuser le trou de la sécu. Non, parce que si on est en bonne santé, et, vous savez aussi de faire de la prévention, c'est bien aussi plutôt que guérir. Donc non, il faut pas en abuser, mais faire une petite prise de sang, je trouve que c'est quand même intéressant. Donc quand vous allez faire votre certificat médical, si vous n'avez pas de licence ou même s'il faut une licence pour faire un certificat médical, parlez-en à votre médecin, demandez une prescription par rapport à ça, allez voir aussi un nutritionniste si vous pensez pouvoir avoir des carences. Donc surtout, faites-vous accompagner, c'est important, n'allez pas acheter ça. Alors, tout seul en tout cas, parce que si vous vous gavez de vitamine D, attention, les dégâts, faites très 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 attention. Et souvent d'ailleurs, les compléments alimentaires sont surdosés et ça peut en fait être très... donc il faut vraiment faire très attention à ça. Je insiste sur ça. Passons maintenant, alors là, c'est l'un des best-sellers dans la course à pied en tout cas. C'est la mode. La mode, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment l'un des best-sellers. C'est celui qui a le plus de fans aussi, vraiment des aficionados. C'est vert, ça peut te donner un petit indice. C'est la spiruline. Spiruline, souvent vantée pour bienfaits antioxydants, apport de fer aussi très important, protéines aussi, je crois, aussi vantée sur ça. Top ou flop, la spiruline? Flop. Là tu vas faire des malheureux là. Déçus, ouais. On flop la spiruline. Alors la spiruline, effectivement, composition nutritionnelle plutôt idéale, parfaite, sauf que souvent du coup elle s'est exprimée pour 100 grammes d'apport. La spiruline, vous allez en consommer des petits grammes, milligrammes. On la consomme sous forme de paillettes, on la consomme sous forme liquide. Et donc, on la saupoudrer aussi. Voilà, on peut la saupoudrer. Mais voilà, ça va être vraiment des quantités qui sont négligeables. Et donc, en fait, finalement, sur le peu de quantité qu'on va apporter, forcément, on va apporter peu de quantité de ces propriétés qu'elle va apporter. Après... c'est pas un supplément qui peut faire du mal, donc après tout pourquoi pas, si aussi il y a un côté un peu superstition ou habitude. Donc je suis pas contre la spiruline, mais il y a pas de risque, il y a pas de risque, donc mais c'est pas miracle. Voilà, si on a un peu de plutôt sous, ça. Mais flop, c'est plutôt dans le sens où c'est pas miraculeux et c'est pas forcément ça. La hype autour de la spiruline n'est pas forcément justifiée. À mon sens, ouais. Et alternative, justement, la spiruline, après, c'est une bonne alimentation. Oui, antioxydants, on va les retrouver dans les fruits rouges, par exemple, d'avoir des bonnes graisses. Donc, oui, on peut en retrouver autrement que par un complément alimentaire. Alors, on va passer à un autre complément alimentaire qui fait un peu plus peur, celui-là. Enfin, peur, entre guillemets, mais qui est
alors, très très populaire dans les sports de force, mais qui fait aussi parler de lui dans le monde de l'endurance, c'est la créatine. Alors un complément alimentaire souvent, comme je dis, voilà, associé à la puissance musculaire, qui fait de plus en plus populaire notamment dans le monde de l'ultra et dans le monde du trail. Beaucoup le recommandent, mais il fait peur. Voilà, je sais pas, créatine, ça fait héroïne, je sais pas, ça fait un peu peur, tu vois, c'est les mots en in, cocaïne, tu vois, c'est les mots qui fait peur. Voilà, moi, naturellement, je m'en éloignerai un petit peu. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses, top ou flop? Top. Ah, ouais. Ça m'intéresse. Créatine, c'était aussi un moment sur des listes sur la liste antidopage. Donc c'est ça aussi qui fait encore peur. Aujourd'hui, dans la littérature scientifique, on dit que c'est le complément alimentaire qui est sous-utilisé au regard de ses bienfaits et qui est trop peu utilisé. La créatine, en fait, c'est une molécule de créatine va donner une molécule d'énergie. C'est une source d'énergie en fait pour nos cellules et qui notamment c'est la filière énergétique qui est utilisée dans les efforts très courts, très intenses, très explosifs. Donc notamment tout ce qui va être musculation, sport co, répétition de sauts et voilà, ça va jouer aussi un grand rôle sur tout ce qui est commotion cérébrale. Donc voilà, dans les sports de combat, rugby, on va avoir un véritable intérêt à se supplémenter en créatine. Et du coup, en fait, ça va être un relais énergétique. Et finalement, ça va pas jouer directement dans le métabolisme des synthèses protéiques, mais parce qu'on va récupérer mieux des efforts très courts, très intenses, des efforts type muscu, on aura des séances muscu plus qualitatives, donc in fine, du coup, il y aura une plus grande prise de masse, on aura une meilleure récupération aussi dans des efforts très courts, très intenses. Donc et il y a très peu d'effets néfastes. Enfin, en fait, il n'y a pas d'effets néfastes démontrés non plus sur la santé. Donc, c'est pour ça que je le classerai en top. D'accord. Donc, volontairement, on ne va pas donner de dosage ou de recommandation par rapport à ça parce que, encore une fois, on vous invite à aller voir un professionnel de santé. Mais toi, en tout cas, voilà, tu ne l'élimines pas. Alors lui aussi, là on reste dans les best-sellers, on a parlé un peu de la spiruline, et là c'est un aussi qui a beaucoup aussi une base fan assez importante, une grosse hype autour de ça, avec des aficionados, même pas mal de marques ont fait un peu leur marque de fabrique sur ça, c'est les BCAA, un best-seller souvent utilisé dans l'espoir de soutenir la récupération musculaire et de réduire la fatigue pendant l'exercice. Voilà, c'est quelque chose il y en a qui adorent les BCAA. Top ou flop selon toi? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les BCAA? Flop. C'est le complément alimentaire souvent très cher et qui, au regard de son efficacité, du coup, c'est plutôt une perte d'argent plutôt qu'une efficacité sur la performance. Alors, je vais un peu nuancer quand même. Donc, les BCAA, c'est 3 acides aminés qui sont leucine, isoleucine, valine. Donc, on l'a dit, les acides aminés, c'est les composants unitaires des protéines. Sauf que pour synthétiser des protéines, il nous faut l'ensemble des acides aminés. Il existe 20 acides aminés. Il y en a qui sont essentiels, donc non essentiels. D'autres qui font... non essentiels, c'est que le corps sait synthétiser. Essentiel, que l'organisme ne sait pas synthétiser et qu'il faut apporter par l'alimentation. Mais pour construire une protéine, il faut l'ensemble des acides aminés. Sinon, la synthèse de protéines, elle va s'arrêter s'il y a un acide aminé qui est limitant. Donc, ça sert à rien d'apporter certains acides aminés en quantité très importante avec des BCA et de manquer d'autres acides aminés qui sont nécessaires à la synthèse des protéines. Donc, les BCA, en tant que tels, ils sont très importants. Ils vont avoir une action de signalisation pour la synthèse protéique. Eux, ils vont vraiment rentrer dans le métabolisme protéique, mais il faut qu'ils soient accompagnés de l'ensemble des autres acides aminés. Donc, du coup, c'est intéressant d'avoir des BCA, mais plutôt au sein d'une protéine et pas de façon isolée. Et donc, la whey, qui est un des compléments alimentaires aussi très populaires et là pour le coup qui est aussi top, et l'aliment qui contient le plus de BCA, mais qui contient aussi l'ensemble des autres acides aminés. Donc BCA, ça se justifie complètement d'un point de vue physiologique, mais pas tout seul dans un complément alimentaire, sauf si vous êtes végétarien et que vous prenez par exemple un shaker de protéines végétales qui a une quantité de BCA qui est pas suffisamment importante, même si là de plus en plus du coup ils sont enrichis en BCA parce qu'on sait l'importance que ça a sur la synthèse protéique. Ou alors sinon il pourrait y avoir, mais là encore les études elles sont pas complètement très claires ou unanimes, mais de l'effet des BCA sur la réduction de la fatigue centrale, notamment lors d'efforts prolongés type ultra trail, où en plus on va avoir une dégradation protéique plus importante pour la production d'énergie. Et voilà, sur la fatigue centrale ça pourrait avoir un effet, c'est pas complètement encore démontré très fortement, mais quand même plutôt conseillé sur des efforts très longs. Donc voilà, je dis plutôt un flop parce que les gens vont en consommer comme ça de manière isolée, mais dans certains cas ça peut quand même être top.
Alors, le petit nouveau là qui est en train de faire une percée dans le hit parade des compléments alimentaires, c'est le collagène, particulièrement populaire ces dernières années, notamment vanté pour ses... Alors là, c'est carrément miraculeux, hein. On dit c'est la jeunesse éternelle, les articulations parfaites, la peau parfaite. Le collagène, top ou flop, et surtout dans quel cas l'utiliser? Est-ce que quelqu'un qui tout va bien, est-ce que c'est un complément alimentaire qu'on peut prendre en prévention? Voilà, collagène, top ou flop? Je dirais plutôt top. Après, moi, là, sur ma réponse, je vais me concentrer plutôt sur le côté vraiment nutrition, performance, et sur le côté peau, cheveux et tout. Je passe la main à des esthéticiennes. Ouais, voilà. Mais sur le côté vraiment performance et récupération, notamment sur la santé des tendons et des ligaments qui sont composés majorité de collagène, il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'une supplémentation en collagène, notamment après des opérations de croisés ou une opération sur un ligament ou même en prévention, va permettre de resynthétiser plus efficacement le tendon. Donc là, encore une fois aussi sur le collagène, on va avoir des dosages qui vont être différents. Là, l'effet vraiment sur, après une opération par exemple d'un croisé, on est plutôt sur des apports de 15 à 20 grammes de collagène, alors que les suppléments sur la santé des os, de la peau, des ongles et tout, on va plutôt être sur des milligrammes de collagène. Donc là, pour le coup, sur l'effet ligamentaire, moi je trouve que là c'est inutile et il n'y a pas besoin. Et pareil, il y a un protocole de consommer du collagène plutôt 1 heure avant le moment où on va solliciter soit du coup un ligament qui vient d'être opéré, soit en prévention parce qu'on sait qu'on a du coup plutôt des soucis articulaires. Mais ouais, moi je suis plutôt aussi convaincu par l'effet du collagène sur la santé des ligaments et tendons. Ouais. Mais c'est pas un médicament qu'on utilise comme ça pour le bien-être. C'est si on a eu des soucis de tendons, si on a eu des soucis, voilà, c'est plutôt réparateur ou parce qu'on a une forte pathologie à ça, on est sujet à quelque chose, mais ça n'a aucun intérêt. Un athlète comme ça qui se dit tiens, je t'en parlais du collagène, qui a pas de souci, de le prendre, c'est ridicule. Ça, il faut vraiment que les gens comprennent ça. C'est quelque chose qu'on utilise si vraiment on a une, voilà, c'est pas ça doit répondre à un besoin, voilà, tous les suppléments. Donc effectivement, si on n'a pas ces problèmes-là et peut-être pas encore pathologie, mais problématique en tout cas, c'est pas nécessaire. Et aussi, le collagène doit être apporté en présence de vitamine C. Et il y a bien trop souvent des compléments de collagène sans vitamine C qui sont pourtant essentiels à la synthèse. Donc en fait, on va consommer du collagène, mais on ne sera pas capable de maximiser sa synthèse. C'est dommage. Donc autant utiliser des compléments qui sont bien formulés avec une base scientifique de formulation. Et c'est bien souvent ce qu'on reproche aux industriels des compléments alimentaires. Alors, allez, un qui a fait beaucoup parler de lui, notamment dans le dernier Tour de France. Alors, il est un peu moins populaire dans le monde de la course à pied, mais comme je sais que tu connais bien le monde du vélo pour y travailler, je t'en parle et je pense qu'on va le retrouver aussi bientôt dans le monde de la course à pied. Donc voilà, nos auditeurs auront un petit peu une exclue. C'est vraiment celui qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers temps. C'est le cétone exogène. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et si selon toi, top ou flop, le complément cétone exogène? Donc du coup, les cétones exogènes, donc c'est un petit liquide qu'on va consommer qui va apporter des corps cétoniques et qui va permettre du coup d'avoir une concentration en corps cétonique plus importante dans le sang, que d'habitude ils sont sécrétés via l'effet d'un régime cétogénique, dont on parlera lors d'un prochain épisode. Et qui ont été vantés comme étant éventuellement un substrat énergétique en plus pour épargner les réserves en glycogène, notamment au moment des efforts d'endurance. Donc voilà, à un moment, tout le monde disait que certaines équipes consommaient des cétones à l'effort. C'est un flop plutôt sur l'effet ergogénique. Pour le coup, consommer des cétogènes à l'effort n'induit pas d'amélioration de la performance. On a aussi plus de troubles digestifs et intestinaux, donc je pense qu'il y a peu d'équipes maintenant qui en utilisent à l'effort. Par contre, il semblerait, avec les études, c'est quand même des recherches qui sont plutôt récentes, mais qui auraient un effet sur la récupération avec un apport calorique du coup supérieur. Et dans les périodes vraiment de charge d'entraînement très importante où on a un peu un challenge nutritionnel pour récupérer au niveau énergétique et en même temps fournir de l'énergie aux autres organes, peut-être que les corps cétogènes pourraient avoir un effet. Mais voilà, encore une fois, la science doit encore avancer un peu pour... voilà, qu'on sache vraiment comment les utiliser. Alors voilà, donc intéressant. Donc tu vois, comme quoi c'était un qui était, j'avais l'impression que c'était un top. Parce que c'est marrant parce que moi j'avais des tops, je pensais te dire que c'était des tops, tu me dis que c'est des flops et inversement. Donc voilà, c'est
Comme quoi, on a vraiment bien fait de faire cet épisode, mais hyper intéressant de savoir un peu plus sur ça. Allez, on va finir avec un complément alimentaire qui est très important. On sait que nous, les coureurs, et les coureuses en particulier, mais même les coureurs sont exposés à des carences en fer. Pourquoi ? Parce que c'est un sport à impact, la course à pied, donc on va créer des petites déchirures, on va avoir des petites pertes de sang, et forcément, si on perd du sang, on perd du fer. Et en plus, les femmes, avec tout le cycle menstruel, vont aussi avoir des carences en fer. On sait que c'est un sujet, voilà. En plus, si on a un régime végétarien, si on a du mal aussi avec le fer, ou si on mange pas beaucoup de viande parce que voilà, on n'aime pas ça. Voilà, le fer, c'est un vrai sujet. Complément alimentaire en fer, top ou flop. Et moi, j'aurais aussi pas mal de retours d'expérience à partager avec toi. Parce que là, je sais pas si on va être d'accord. Moi, je dis top. Ouais. Moi, je dis top. Bon, effectivement, les sportifs d'endurance sont souvent exposés à des carences en fer parce qu'il y a des pertes en fer pendant l'effort. Les femmes, tu l'as dit, pendant le cycle menstruel, ont des pertes en fer. Le fer, c'est un minéral qui va jouer vraiment sur la fatigue. Pareil, on sait très bien le doser, donc faire un bilan sanguin et doser du coup le niveau en fer et nos réserves en fer avant de se supplémenter. Ça va jouer aussi beaucoup, par exemple, avant de faire des stages en altitude. Je pense qu'il y a certains, peut-être des auditeurs qui vont faire des stages en altitude pour bénéficier de toutes ces adaptations. Et si on a un niveau de fer qui n'est pas suffisamment élevé avant de partir en altitude, on ne tirera pas autant de bénéfices de ce stage. Donc c'est important d'avoir des réserves en fer qui sont suffisantes. Par contre, pareil, très nocif d'avoir un surdosage en fer. Donc je conseille de faire un bilan d'abord sanguin pour savoir les niveaux de fer. Et pareil, être conseillé sur le type de complément à consommer, parce qu'il y a certains fers qui vont faire des troubles digestifs. Il y a vraiment une hétérogénéité dans la qualité des compléments alimentaires au niveau du fer. Ouais, c'est quoi ton avis, toi ? Non, alors moi, c'est un vrai sujet. Non, mais ça pourrit la vie quand même de beaucoup de personnes, les carences en fer, et on le sait. Moi, déjà, il y a plusieurs choses. Le premier, c'est que je suis tous les retours d'expérience que j'ai pu avoir sur les gens qui prescrivent du fer, même à des femmes enceintes aujourd'hui, prescription de fer, je pense qu'il y a une question de dosage qui est extrêmement cruciale, et que ça peut vraiment te flinguer et avoir vraiment te fatiguer, avoir des mauvaises sensations, être pas bien, être malade. C'est l'un des compléments alimentaires, je crois, qui est le moins bien aussi. Des gens qui ne le supportent pas. Donc on n'est pas tous sujets à. Il y en a qui ne supportent pas la supplémentation en fer. Et surtout, c'est quelque chose qu'il faut doser vraiment avec parcimonie. Donc effectivement, on a sauvé plein de gens, les gens qui sont très carencés avec le fer. On sait que c'est très important. Donc évidemment que c'est important, mais c'est vraiment un appui médical important avec un dosage, pas quelque chose qu'on vous prescrit en générique. Il y a beaucoup de médecins, vraiment, c'est ce que je leur reproche, c'est que ils ont un peu des fois la prescription de fer facile. Et pareil, en niveau des qualités, c'est ce que tu disais. Là, je me souviens, dans les années 90, il y avait les gélules de fer que tu prenais. Enfin, sincèrement, ça peut vraiment vous mettre mal, le fer, quoi. Donc, faites très attention à ça. Faites-vous très, très bien conseiller. Et si vraiment votre alimentation, si vous avez des problèmes pour fixer le fer, s'il y a vraiment quelque chose, mais pour moi, c'est vraiment le dernier recours. Mais oui, après, c'est pas, l'efficacité n'est pas approuvée. Et donc, je pense que c'est dans ce sens-là que tu le mets en top. Parce qu'évidemment, si vous avez des soucis, ça peut être intéressant. Mais il faut trouver le bon truc, et c'est un dosage. Et vraiment, soyez à l'écoute de vos émotions, quoi. Pas d'automédication. Et ça, c'est vraiment il y a certains suppléments qui sont plutôt du côté santé et médical. Donc, allez voir des professionnels. De toute façon, l'avantage, c'est que vous allez tout de suite le voir. C'est-à-dire que vous allez faire des séances catastrophiques et vous allez vous sentir pas bien, ou vous allez voir qu'il y a un truc qui va pas. C'est souvent ça. Mais souvent, les gens font pas le rapport. Moi, c'est souvent ça que je vois. Et quelquefois, des médecins, des sages-femmes ont tendance un peu trop vite à prescrire du fer. Première chose, quand même, des pignons de pain, c'est très bien. Voilà. C'est déjà la première étape. Oui, encore une fois, déjà de l'alimentation, essayer de régler par l'alimentation. Viande rouge, boudin. Crustacés, lentilles. C'est le problème avec les compléments trop efficaces, c'est que des fois, ou pas, parce qu'on a dit qu'il y a quand même plein de gens qui ne le supportent pas. Je crois que c'est 30% des personnes qui ne le supportent pas. Donc c'est le problème des fois, c'est qu'on a, comme des fois c'est un peu efficace, on le prescrit un peu à tout va, un peu avec facilité. Bon, merci beaucoup, Lauriane, pour toutes ces informations. Quels sont les éléments clés à retenir ? Voilà, si on veut à tête reposée un peu sur ce sujet très émotionnel qu'est les compléments alimentaires, quels sont selon toi, comment on pourrait conclure notre épisode ?
Ne pas systématiser leur consommation, ça doit répondre à un besoin qui est identifié par un professionnel de santé ou un professionnel de l'alimentation. Commencez à regarder votre alimentation générale pour voir si déjà il y a des familles d'aliments auxquels vous manquez et qui pourraient du coup conduire à des carences avant de vous supplémenter. Faites attention au choix de vos compléments alimentaires, on l'a dit, label antidopage, liste d'ingrédients simples, et consommez-en. Ça sert à rien de consommer un cocktail de compléments alimentaires, mais vraiment ceux qui vont répondre à un besoin identifié. Et puis pas en confort, pas en cosmétique. C'est pas des produits qu'on prend comme ça parce que tiens, ça fait bien, je suis sportif, il faut que j'en prenne. C'est un peu ce qu'on a mis un peu en tête, tu sais, dans le bodybuilding ou la musculation, c'est très répandu. Tu as presque l'impression, quand tu prends, des fois ta carte au sport, on te vend des compléments, des machins. Donc voilà. Non, c'est quelque chose qu'on prend, il y a un but. Aussi, qui vous les conseille? Je pense à ça. Il y a dans le milieu du bodybuilding, souvent on va avoir entraîneurs, préparateurs physiques qui vont devenir nutritionnistes sur ce sujet-là. On n'a pas fait les mêmes études, donc adressez-vous à des gens qui connaissent le sujet. Merci infiniment pour toutes ces informations. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. Et puis dès le mois prochain pour un épisode de Body and Mind. À très vite. À très vite.